Nous avions testé ensemble l'Oppo A9 2020, sorti en fin 2019, qui était un téléphone avec un bon rapport qualité-prix, mais il lui manquait une petite pincée d'excellence pour venir tacler Xiaomi avec sa gamme Redmi. Pour continuer dans sa lancée des téléphones avec un bon rapport qualité-prix, Oppo a sorti l'Oppo A72. C'est une évolution du A9 2020, car on va trouver plusieurs caractéristiques en commun, mais qui dit évolution, dit amélioration. Je l'ai testé pendant plusieurs semaines. Est-ce qu'il est vraiment mieux qu'un A9 2020? Est-ce qu'il vient enfin mettre sa pâtée au Redmi? Quelles sont ses caractéristiques? Comment on navigue dedans? Comment se débrouille-t-il au niveau photo? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis sur Panacotech. Une fois encore, nous allons dévoiler la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech. Donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, la vidéo test de l'Oppo A72 et voici le sommaire. Au niveau du design, on est vraiment dans ce qui se fait de bien en 2020. On va pas du tout être perdu par rapport au A9, mais vous allez voir, il y a quand même plusieurs améliorations à noter. L'écran repose sur une dalle IPS Full HD+. C'est déjà une amélioration qu'on attendait par rapport au A9 2020 qui était basé simplement sur une dalle HD+. L'écran est de 6,5 pouces au ratio 29e, affichant 1080 par 2400 pixels pour une résolution globale de 405 pp. En façade, l'écran occupe 84%. C'est plutôt correct. On aurait toujours pu faire mieux, mais on a du coup ces petites bordures en bas et en haut qui font perdre un petit peu de place. Moi, je trouve ça convenable par rapport à cette gamme de prix. À l'arrière, on retrouve un petit dos aux couleurs bleutées, couleur fantaisiste en plastique. Le cadre photo avec les 4 modules et le flash. On en parlera un petit peu plus après. On a quand même une petite surépaisseur à ce niveau-là, hein, mais qui sera bien pris en compte lorsqu'on va mettre une coque par exemple. On aura sur les côtés le bouton d'alimentation qui fera capteur d'empreinte digitale. Sur l'autre côté, le double module carte SIM avec carte micro SD et les boutons de volume. En dessous, on aura l'éternelle prise jack parce que avec le téléphone, on aura aussi une paire d'écouteurs et de l'USB-C. Pour finir, ce que je trouve le plus beau au niveau design et ce qui n'était pas présent sur le A9 2020, c'est la caméra frontale qui n'est plus dans une encoche, qui est dans un petit poinçon sur le côté. Je trouve que ça lui donne quand même un allure plus haut de gamme. Rien que pour ça et pour l'écran en Full HD, je trouve que l'évolution est bonne. Après, voilà, petit défaut toujours hein, sur ce genre de dossier, les marques de doigts sont vraiment fréquentes. Dans le quotidien, est-ce que c'est important? Je ne sais pas. Moi, je mets quand même toujours une petite coque transparente, donc pas de marque. Le téléphone est vendu avec une petite paire d'écouteurs et surtout avec un chargeur USB-C 18 watts pour une charge plus rapide. On parlera du temps de charge dans la rubrique autonomie, mais déjà juste avoir l'adaptateur secteur de ce chargeur, on comprend qu'on a affaire à quelque chose qui ne rigole pas. On aura aussi bien entendu un écran de protection directement installé sur l'Oppo, ce qui est pour moi maintenant un basique, quelque chose de vraiment top. Comme le A9, comme les Xiaomi, comme les autres concurrents, on est sur un téléphone assez grand dans sa prise en main. Il fait 16,2 cm de longueur, 7,55 de largeur et 8,9 mm d'épaisseur. Tout ça pour un poids de 192 grammes. Voilà pour ce qui est du niveau design. Maintenant, on va parler de la fiche technique. Parcourons les caractéristiques techniques de ce Oppo A72. Je vous ai parlé des caractéristiques techniques de l'écran. Je vais ajouter quelques précisions. On est sur un écran qui a une fréquence de 60 images par seconde. Au niveau du stockage, on est sur du 128 Go avec bien entendu la possibilité de mettre une micro SD. Je vous ai montré le port. Pour ce qui est des performances, on est sur un Snapdragon 665 couplé à 4 Go de RAM. On en parlera un petit peu plus dans l'interface aussi. La batterie a une capacité de 5000 mAh
mAh. On est donc sur la même capacité que le A9 2020. On n'a pas la charge sans fil d'eau en plastique, mais on a la charge rapide 18 watts. On verra ce que ça donne aussi dans la vidéo. Nous sommes sur du Android 10Q avec le système d'exploitation ColorOS, pas de surprise. À l'arrière, on a 4 modules photo, on va en parler un petit peu aussi. Un 48 mégapixels, un 8 mégapixels, un 2 mégapixels et un autre 2 mégapixels. Un du coup ultra grand angle, un normal, un macro et un profondeur. Voilà pour les caractéristiques principales. Maintenant, on va parler de l'interface plus précisément. L'interface. Alors, premièrement, je n'ai pas du tout été perdu parce que j'ai testé le A9 il y a très peu de temps. Et puis maintenant, à force de tester du Android, je m'y fais de plus en plus. Là, on est du coup sur un Android 10 avec ColorOS 7.1. C'est l'interface développée par Oppo qui est assez sobre, efficace et assez agréable à explorer. Ce qui est surtout pas mal avec ColorOS et avec Oppo, c'est qu'on va pouvoir paramétrer et changer un petit peu toutes les configurations. Moi, c'est ce que je préfère. Par exemple, vous savez que j'aime bien me déplacer ou aller changer la navigation. On va pouvoir du coup choisir l'écran d'accueil si on le veut en mode tiroir, en mode normal. On va pouvoir aller aussi chercher les options de balayage, la disposition d'écran d'accueil et dans la navigation, aller dans outils pratiques, choisir si on va être sur du bouton de navigation, si on veut être sur du glissement hop sur le côté pour pouvoir naviguer ou si on va être sur du glissement de bas en haut. Comme ça. Comme j'aime faire en vrai. Moi c'est ce que j'utilise le plus, ça me rappelle mon iPhone X et voilà, j'utilise ça un petit peu maintenant tout le temps avec les Android. Je trouve ça aussi le plus simple, enfin c'est le plus intuitif pour moi. Après on peut quand même revenir à une navigation plus basique Android si on veut. On va avoir différentes possibilités aussi de déverrouiller le téléphone, empreinte digitale qui se trouve sur le bouton sur le côté, le visage, détection du visage et le mot de passe. Ensuite, ce que j'ai aussi apprécié, c'est qu'on va avoir un mode pour économiser l'énergie, un mode économie d'énergie qu'on retrouve voilà un petit peu tout le temps, mais qu'on va pouvoir choisir à quel pourcentage de batterie on veut qu'il s'active. On va pouvoir, si on veut garder la batterie plus souvent, le choisir des 60%, des 55%. C'est toutes ces petites configurations qui font que j'aime ce ColorOS. On aura aussi à l'inverse un mode haute performance qui fera utiliser plus la batterie. Et voilà, globalement dans la gestion des applications, etc. on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Si vous aimez ou si vous aimez pas, Oppo nous préinstalle quand même pas mal d'applications, je trouve. Il y avait du Opera, il y avait du Netflix, il y avait Oppo Relax qui permettait de se détendre. C'est possible de les supprimer, vous inquiétez pas. Mais voilà, il y en a qui aiment bien avoir toutes ces applications dès le début. On aura toutes les applications Google. Moi, j'aime bien quand c'est vide, donc je les supprime et après, je réinstalle celles que je veux. Et pour ce qui est de l'affichage, j'en ai parlé. On va pouvoir choisir aussi le mode sombre, un mode confort des yeux et comme d'habitude, si on veut une couleur plus froide, plus chaude ou par défaut, taille d'écriture, voilà. Globalement, cette interface vous conviendra. Vous allez arriver, même si vous venez d'iOS, à la configurer un petit peu comme un iPhone. Et si vous venez d'Android, vous n'allez pas être perdu. Sur ma vidéo de l'Oppo A9 qui est ici, je vous avais fait quand même pas mal de points comparatifs avec le Xiaomi, le Redmi. La plupart de ces points comparatifs sont toujours d'actualité avec ce téléphone, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Maintenant, passons à l'autonomie. Parlons un petit peu de l'autonomie. On est comme avec son grand frère sur une batterie de 5000 mAh qui fait de ce téléphone un téléphone quand même avec une bonne autonomie. Sa puce Snapdragon 665 est optimisée aussi pour aller jusque là. Après, on a vu que dans l'interface, on va pouvoir carrément configurer des options pour économiser cette batterie encore plus. Je suis donc arrivé basiquement, facilement, avec une utilisation normale à jusqu'à, écoutez bien, 3 jours d'autonomie. Avec une utilisation plus intensive, j'ai toujours dépassé les 25 heures d'autonomie, 26 heures d'autonomie. Mais voilà, globalement, vous allez arriver entre 1 jour et demi et 3 jours d'autonomie. Lorsque vous allez gérer un petit peu mieux la batterie, je vous jure que c'est super impressionnant. Et là-dessus, on est quand même au-dessus, même si c'est à batterie sur le papier équivalente, on est au-dessus du A9 2020. Et pour moi, pour mon utilisation, j'étais au-dessus du Redmi Note 9S. C'est quand même un gros point fort, je trouve, pour cette catégorie de prix de téléphone, d'avoir une telle autonomie. Pour rappel, ce téléphone
téléphone est disponible à 259 €, aux alentours voilà, de 250 €. Pour ce qui est de la recharge, recharger complètement le téléphone mettra entre 1 heure et 1 heure et demie. Lorsque je le recharge comme ça me prend à peu près voilà, 10 minutes pour avoir à 10 à 12%. Parlons maintenant un petit peu de la photo. Vous vous rappelez peut-être, sur ma vidéo du A9, j'étais quand même satisfait de la photo. Je trouvais qu'en mode normal, photo normale, on était sur quelque chose de plus naturel que sur Xiaomi. Là, on reprend les mêmes et on recommence. On va se dire, on est sur à peu près la même chose. En arrière, on a ce petit cadre regroupant les 4 modules photo. Un premier grand angle embarquant un capteur de 48 mégapixels. Le second ultra grand angle 8 mégapixels. Alors le premier c'est 48 mégapixels ouverture 1.7, le deuxième 8 mégapixels ouverture 2.2, capteur pour la profondeur 2 mégapixels ouverture 2.4 et un capteur noir et blanc 2 mégapixels avec ouverture 2.4. On a du coup sur le papier une légère amélioration au niveau des ouvertures pour les capteurs ultra grand angle et grand angle qui passent d'une ouverture de 1.8 à 1.7 pour le grand angle et de 2.25 à 2.2 pour l'ultra grand angle. On est quand même sur quelque chose d'assez semblable à son grand frère A9. Pour ce qui est du module principal de 48 mégapixels, on reste sur quelque chose voilà, qui m'avait impressionné et très satisfait sur le A9. C'est un module 48 mégapixels qui est capable de capturer des clichés de 12 mégapixels grâce à la technique du pixel blinding et les fusionner pour avoir un rendu impeccable. Ce système de pixel blinding va pouvoir permettre de capturer plus de lumière. C'est possible de l'activer ici dans les menus et bon, on verra la différence avec ça, avec le mode juste 12 mégapixels dans certaines situations où on a besoin de capturer plus de lumière. On en avait parlé sur le A9, on a toujours cette problématique du mode nuit où il faut attendre jusqu'à 7 secondes pour capturer la photo. On ne pourra pas du coup prendre en photo quelque chose en mouvement. Le traitement d'image sur ce mode nuit est un petit peu accentué, qui fait perdre un petit peu ce réalisme qu'on a sur le module principal. Pour ce qui est de l'ultra grand angle, voilà, on reste sur ce qu'on avait vu avec le A9. On perd un petit peu en qualité, mais ça reste un mode qui va pouvoir dépanner. Globalement au niveau photo, je reste sur la même conclusion que sur son grand frère. C'est un téléphone qui va nous permettre d'avoir un module principal, voilà, une prise principale de photo plus que correcte, vraiment top avec ses 48 mégapixels. Mais lorsqu'on va aller sur des prises de photos un petit peu secondaires comme mode nuit et ultra grand angle, on reste un petit peu sur notre fin. Personnellement, moi dans mon utilisation d'un smartphone, je reste toujours dans le format principal, le capteur principal. Je ne me cherche pas à aller en mode nuit ou quoi qui est. Et j'utilise aussi la caméra frontale qui est là toujours du 16 mégapixels, qui fait toujours parfaitement le job, qui nous permettra de prendre de bons selfies. Pour ce qui est de la vidéo, on va pouvoir filmer jusqu'à 4K en 30 images par seconde, au ralenti jusqu'à du 1080p, ce qui fera aussi parfaitement l'affaire. Maintenant, on va parler des points négatifs et des points positifs. Voilà les amis, alors vous l'aurez compris, je l'ai quand même déjà évoqué, il y a quand même beaucoup de positifs et de bonnes évolutions, améliorations par rapport à son grand frère le A9 2020. Mon premier point positif qui était déjà pas mal sur le A9 et qui a été encore plus amélioré, c'est l'autonomie. On est sur vraiment une excellente autonomie, je vous l'ai dit, entre 1 et 3 jours en fonction de votre utilisation. Dans ce que moi j'ai testé, j'ai pas trouvé mieux. Mon deuxième point positif, c'est la prise en main de ce téléphone et surtout son ergonomie. Voilà, avec le petit poinçon, voilà l'interface configurable un petit peu au maximum. On n'a pas l'impression d'être sur un téléphone cheap. Quand même, pour rappel, à 250 €, on est sur 4 fois moins cher qu'un iPhone. Et voilà, quand je prends ça en main, je me dis pas que c'est forcément un téléphone dans son utilisation plus cheap que mon iPhone X. Le dernier point fort, je trouve, point fort qui a été une amélioration par rapport à son grand frère, c'est l'écran. L'écran qui a été amélioré, qui est plus lumineux. C'était un des défauts que j'avais trouvé sur le A9, surtout par rapport au Redmi. Là, on arrive sur quelque chose d'amélioré. Avec la dalle IPS Full HD+, on arrive sur un contraste de lumière et surtout une intensité de lumière plus que convenable. Pour parler des points négatifs, le premier c'est qu'il n'y a pas eu d'amélioration sur les modes de photo, de prise de photos secondaires comme voilà à basse lumière, en mode nuit ou en ultra grand angle. On a ces modules qui plombent un petit peu voilà les performances photo. Le deuxième point négatif qui serait plus une source d'amélioration, c'est qu'on a une bonne évolution au niveau de la dalle IPS, mais l'écran cherche quand même à être un petit peu mieux calibré pour sortir tout le potentiel
potentiel de cet écran. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur ce produit, l'Oppo A72, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pour conclure, c'est quand même une belle évolution par rapport au A9, tant au niveau esthétique qu'au niveau de l'autonomie de la batterie. Si vous avez apprécié ce test, lâchez un pouce bleu. Pour tout suivre de l'actualité tech, on active la petite cloche de notification, on s'abonne. En attendant, vivez à fond, vive high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.